Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de Lacan l'exposition, quand l'art rencontre la psychanalyse. L'inconscient, c'est un savoir dont le sujet peut se déchiffrer. Elle est très originale, la pensée de Lacan. Passe Corona. Elle ressemble à rien d'autre. Au XXe siècle, c'est une sorte de météorite. Personnage à la fois haï, détesté. Marie-Laure Bernadac. Très clivé, provocateur, ironique, théâtral. Faire une exposition sur Jacques Lacan était un pari osé, mais nécessaire au vu de ses intenses relations avec le milieu artistique. Pendant 30 années d'enseignement, presque pas un séminaire où l'enfant terrible de la psychanalyse ne fasse mention d'œuvres d'art. Pas une occasion perdue de se lier avec les artistes et les écrivains de son temps. L'homme est le complice de Marguerite Duras, à qui il consacre son fameux hommage à l'Olvestein en 1965. Il rencontre Dali en 1932, qui l'influence sur la rédaction de sa thèse sur la paranoïa. Prescrit des ordonnances à Picasso, qui lui demande de soigner sa compagne Dora Maar. Reçoit Roland Barthes, venu le voir le cœur en berne en 1975, après une histoire d'amour malheureuse. Lui, son cœur, il le donne à Sylvia Bataille, l'ex de Georges Bataille, devenant ainsi le beau-frère du peintre André Masson. Au cours de sa vie, il a pu donner des séminaires devant Philippe Solers, Félix Guattari, s'être lié d'amitié avec Michel Leiris, Claude Lévi-Strauss, avoir correspondu avec Michel Foucault. Alors faire une exposition autour de Jacques Lacan semblait une évidence. Rencontre avec 2 de ses 4 commissaires d'exposition, Bernard Marcadet et Marie-Laure Bernadac, qui me reçoivent dans leur appartement parisien. Jacques Lacan est mort il y a plus de 40 ans. Et il fait partie quand même de ces grandes figures intellectuelles du XXe siècle. Et surtout, il a un rapport à l'art assez exceptionnel. Donc c'était même presque étonnant que personne n'ait jamais pensé à lui consacrer une exposition. Ce qu'il a dit de l'art, dans sa relation à la psychanalyse, nous autorise à faire cette exposition. En fait, ça vient de lui. Ça vient de lui. Il a tout de suite dit que pour lui, la psychanalyse devait énormément à l'art. Il faut remonter le temps jusqu'en 2021 pour comprendre comment cette exposition de Metz est née, grâce à la psychanalyste et artiste d'origine chilienne Paz Corona. C'était une fulgurance, comme un lapsus, figurez-vous. Lacan ne se saisit pas des œuvres d'art pour faire de la psychologie de son créateur, mais il se sert de l'œuvre d'art comme d'un objet énigmatique, une énigme, peut-être pas à résoudre, mais en tous les cas à manipuler et à essayer de saisir. Le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède, et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. Hommage à l'Olvestein, Jacques Lacan, 1965, lu par Bernard Marcadet. Les œuvres d'art, nous dit Lacan, précèdent bien souvent le psychanalyste en ce qu'elles donnent à voir et à penser avant les autres. L'une d'entre elles tarde à arriver dans les espaces du Centre Pompidou-Metz. Et pour cause, il s'agit de la pièce maîtresse de la collection romaine de la galerie Barberini, le Narcisse de Caravage, peinte il y a 426 ans. La dernière œuvre qu'on accroche dans l'exposition, c'est celle de Caravage, Narcisse. Anne Horvath, responsable de la programmation. Qui nous est prêtée par le Palazzo Barberini, et c'est l'un des grands chefs-d'œuvre de ce musée à Rome, qui n'a pas souhaité se séparer de son chef-d'œuvre plus que nécessaire. Et donc, on accroche cette œuvre le 29 décembre, donc vraiment à l'avant-veille de l'ouverture de l'exposition. Cette œuvre qui représente d'une manière dépouillée le personnage mythologique de Narcisse se mirant dans l'eau, dans une position où le reflet des coudes à la perpendiculaire de part et d'autre du visage dessine comme un tableau dans le tableau, tout entier tourné vers l'acte de faire ressemblance, a obsédé Lacan qui allait régulièrement le contempler à Rome, et parle peut-être plus que tout autre de cette antécédence de l'image. Cette scène nous parle en effet de cette expérience fondatrice dans la vie de l'individu, qu'est le stade du miroir, analysé par Freud, puis par Lacan en 1936, de ce moment où l'on prend forme en se reconnaissant un dans notre reflet, de cet épisode à la fois d'unification et de division, où l'on se saisit au dehors de soi, tout en s'éprouvant au dedans,
divisant ainsi irrémédiablement notre relation à notre propre sujet. You talking to me? You talking to me? Nous sommes le 29 décembre au matin. L'œuvre s'apprête à être envoyée au Centre Pompidou-Metz. La chargée de recherche, Laurine Picot, le reçoit sur le montage. Lorsqu'on a fait la demande de prêt, on a décidé de l'envoyer avec un texte de Gérard Wajman qui s'appelle « Narcisse ou le fantasme de la peinture » pour en fait argumenter notre demande. Donc c'est assez intéressant qu'un des psychanalystes associés qui a des proximités avec le milieu de l'art ait écrit un texte sur Narcisse. Ça renforce aussi la présence de l'œuvre dans l'expo. Ce texte de Gérard Wajman, co-commissaire de l'exposition, l'auteur en retrace les points essentiels. Est-ce que le peint le Caravage, est-ce que c'est l'image de quelqu'un qui se rencontre dans la beauté de son propre corps, ou est-ce que c'est autre chose? La manière même dont il est assis par terre, et qu'il regarde, il est penché sur l'eau, non pas pour voir une forme admirable dont il serait amoureux, mais c'est déjà une figure de la disparition, de la mort, véritablement. Il se penche sur lui comme un corps disparu, véritablement. C'est noir, le bas du tableau est entièrement noir. Et pourquoi est-ce que ça le met dans l'état de désespoir, véritablement, quasiment mélancolique de la part de Narcisse? C'est qu'il sait, dans ce cas-là, qu'il ne pourra jamais atteindre l'autre. Puisque si c'est lui, il ne pourra jamais. Il faut qu'il se déchire lui-même. Il faudrait qu'il s'arrache un morceau de son corps pour pouvoir attraper quelque chose. Et ce que lui annonce Ovide, qui intervient dans l'affaire, c'est lui dire « mais tu es foutu. Ton amour, tu n'as aucune possibilité de posséder l'autre parce que l'autre, c'est toi-même. » Dans cette expérience divisée du sujet que Lacan symbolisait par un S barré, intervient une autre division, au niveau cette fois du corps lui-même, que l'on vit comme morcelé, dès lors que l'on n'en désire jamais que des bouts. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui, Tu les trouves jolis? oui, très. Et mes chevilles? Aussi. Et mes fesses? Tu les aimes? L'un de ces morceaux de corps, et pas des moindres, est au cœur des discussions au département de la communication. Son titre, L'origine du monde. Son sujet, vous le connaissez. On avait très envie de prendre le visuel de l'origine du monde de Courbet. Marie-Josée Georges, responsable du pôle communication. C'était compliqué puisque c'est un nu et c'est extrêmement difficile d'utiliser des nus dans tout ce qui est réseau d'affichage. On avait un partenariat sur les réseaux d'affichage avec la ville de Metz et on a choisi de couper le visuel de la même manière sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. On ne peut pas afficher de visuel de nu, donc là on a plutôt utilisé d'autres visuels et à nouveau ce détail de l'origine du monde pour éviter de se confronter à la censure tout simplement. Allonge-toi. Sois comme tu es. Tout entière. Tu es l'alpha. Tu es l'origine. L'origine du monde, peinte par Gustave Courbet en 1866, qui montre à qui veut bien le voir le sexe d'une femme, jambes ouvertes, que le peintre Dornan a toujours gardé anonyme, entouré dans l'exposition par des versions contemporaines et signé cette fois par des femmes comme Valli Export, Louise Bourgeois ou encore Agnès Turnauer, a été acheté par Lacan sur les conseils de sa femme Sylvia Bataille. Et à l'époque déjà, elle était couverte par un panneau de bois peint par André Masson. Alors c'est un trophée, un objet d'étude, un totem et un écho à certains concepts lacaniens comme le dévoilement d'un sexe que l'on ne saurait voir, ou encore le corps morcelé qui exprime l'attrait pour des parties de corps qui attisent notre désir. Un sexe détaché du visage de celle à qui il appartient, le sommet d'un sein, le début des jambes. Évidemment, pour lui, un tableau très emblématique. Marie-Laure Bernadac. Puisque c'est le corps de la femme et l'origine du monde, donc le sexe féminin. Il était tout à fait naturel qu'il veuille le cacher. Parce qu'en plus, à l'époque, c'est un tableau vraiment que pour un cabinet privé, c'est un tableau un peu de voyeur. Donc forcément, on ne peut pas le regarder comme n'importe quel tableau. Donc c'est assez naturellement qu'il a
commandé un maçon se cache, et c'était toute une cérémonie chez lui. Donc le tableau était à Guitrancourt dans sa maison de campagne. Quand les invités venaient le voir, il y avait ce jeu de faire coulisser évidemment le tableau pour dévoiler donc le mystère de ce tableau. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas affronter. Il y a toujours cette idée que le sexe féminin, on ne peut pas le voir en face. Et donc, il faut en effet le cacher. Le corps morcelé, parce que là aussi, ça s'inscrit dans quelque chose que Lacan a pointé. À chaque fois dans l'exposition, on a des phrases de Lacan qui justifient un petit peu le propos, puisqu'en fait, d'un corps, on ne peut voir, dit-il, qu'une partie. Quand on joue toujours que d'une partie du corps. Donc il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont découpé le corps en morceaux, que ce soit Annette Messager, Karoli Schneemann, Alina Shaposhnikov, enfin on a beaucoup d'exemples de corps en morceaux. La présence de cette fente sexuelle féminine en plein milieu du tableau, que l'on peut rapprocher des toiles de Lucio Fontana. Vous savez, ces monochromes fendus d'un seul et unique coup de lame en plein centre de leur composition trouvent écho dans une autre œuvre de l'exposition. C'est une fente que Jacques Lacan a décelée dans le tableau des Ménines, cachée cette fois dans le pli de la robe de l'infante Marguerite, elle aussi au centre même de l'œuvre. Mais patience, son portrait est à peine en train d'arriver dans les espaces du Centre Pompidou-Metz. Il y a une œuvre essentielle de l'exposition qui vient d'arriver. Elsa de Smet, responsable du pôle des publics. C'est le portrait de l'infante Marguerite par Diego Velázquez, un prêt exceptionnel qui vient des collections du musée du Louvre, qui a été choisi par les commissaires de l'exposition pour incarner les Ménines de Velázquez, qui se célèbre au tableau, mais tableau qui ne voyage plus du tout. Du coup, cette variation sur cette jeune princesse, elle représente les Ménines, elle représente aussi cette fascination qu'avait Velázquez pour cette petite fille, qu'il a représentée, je crois qu'il l'a peinte au moins 7 ou 8 fois. Et cette infante, elle a aussi fasciné Jacques Lacan du fait de cette fente qui est située là, juste au centre de sa robe. Tableau peint en 1656 qui montre au premier plan un ensemble de personnages de la cour, dont au centre l'infante Marguerite. À gauche, le peintre lui-même, palette à la main, face à une toile monumentale dont on voit de dos le châssis, et au fond, un miroir où figurent hors champ les deux époux, le roi Philippe IV et la reine Marie-Anne, a largement été analysé par Lacan dans son séminaire 13 parce qu'il fait l'objet de nombreuses énigmes sur ce qu'est en train de peindre Velázquez ou la présence fantomatique et spéculaire de ce roi et de cette reine qui sont le supposé sujet de la toile, ou encore la place de la petite fille au centre du tableau, vers laquelle convergent tous les regards. Les Ménines, pour résumer un tout petit peu son extraordinaire analyse des Ménines, Marie-Laure Bernadac. Il a une interprétation complètement différente parce qu'on se demande toujours qu'est-ce que Velázquez peint, puisqu'on le voit en train de peindre on voit le châssis d'un énorme tableau. Et Lacan dit tout simplement, mais ce qu'il peint, c'est pas le roi et la reine qui sont au fond que vous voyez, c'est pas l'infante, c'est pas la cour, il peint le tableau que vous voyez. Donc il renvoie complètement à la surface, il peint le tableau que vous êtes en train de voir. Et évidemment, qui nous regarde. Qui nous regarde. Bon, je recommence donc. Je recommence. Pendant les années 60 et notamment au sein de ces 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, Jacques Lacan élabore une véritable théorie du regard. Pour en saisir les grandes lignes, je me rends dans le cabinet parisien de Gérard Wageman, psychanalyste, qui nous dit comment il y parvient à partir de ce tableau des Ménines. Ce qui est au premier plan du tableau, c'est un tableau retourné. C'est quelque chose qui appelle notre regard pour supposer quelque chose derrière. On cherche toujours à voir au-delà de ce qu'on voit. Au point que, quelquefois, ça nous regarde tellement que nous ne voulons pas voir. D'une certaine manière, qui ressortisse à ce qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire de ce que nous ne voulons pas voir. Ce qu'il y a au centre de ce tableau, c'est la petite fille. Passe Corona. La petite fille qui est l'objet que Velázquez a peint toute sa vie. Parce qu'il s'agit de montrer que il y a tout un développement sur l'objet A dans cette exposition. Et donc, l'objet A de ce tableau, c'est la petite fille. Cet objet magnifié qui fait le centre du tableau. Mais le centre du tableau, c'est une énigme. Et le sujet est une énigme pour soi-même. C'est ça l'histoire de la psychanalyse, au fond.
Voilà, il y a les livrets qui sont arrivés, je veux bien que tu m'aides à ouvrir les cartons. Comment expliquer au public les concepts lacaniens tels que l'objet A, basé lui-même sur celui du corps morcelé, qui fait appel à la compréhension par le psychanalyste du stade du miroir? Le pôle des publics vient de recevoir les livrets qui seront donnés aux visiteurs. Donc ceux-là, c'est ceux en anglais. Ça, c'est ceux en anglais, ceux en français, on les a ouverts, et là, il doit y avoir les allemands. Ce qu'on s'est posé comme question, c'est d'une part, qu'est-ce qu'on livre comme outil de médiation et donc potentiellement de vulgarisation des idées. Elsa de Smet. Donc dans le livret adulte, on a fait le choix de reprendre les textes de salle en les raccourcissant un petit peu, mais pour pas faire de la paraphrase d'un travail qui avait déjà été fait par les commissaires, par le service de la programmation, etc. Texte du livret sur l'objet petit a. Invention cardinale de Jacques Lacan, l'objet petit a, qui dès la fin des années 1950 qualifie l'objet cause du désir en tant que manque, reste et chute, trouve de spectaculaires échos dans l'art moderne et contemporain. La liste que Marcel Duchamp dresse en 1912 pour son transformateur des petites énergies gaspillées apparaît ainsi comme une préfiguration de cette notion. En marchant dans les couloirs du montage, je tombe en effet sur un papier jauni qui nous est parvenu de Marcel Duchamp, issu de ses notes prises en 1912, où il inventorie toutes les petites énergies que notre corps produit. L'excès de pression sur un bouton électrique, l'exaltation de la fumée de tabac, les mouvements impulsifs de peur, d'ennui ou de colère, les regards durs, l'éjaculation, les cheveux rébarbatifs, l'épi. Il a fait la liste, Marcel Duchamp, au début du XXe siècle. Bernard Marcadet. Il a fait la liste de toutes ces petites énergies gaspillées et il a vu dans ces petites énergies un moteur énorme, un moteur du désir d'une certaine manière. Et c'est extraordinaire de voir que 30 ans ou 40 ans plus tard, Lacan, à sa manière, retrouve cette idée que le désir, ça se passe dans ces endroits-là, dans ces endroits où le corps se perd d'une certaine manière, où le corps tombe. La merde, le sang, les larmes, le sperme. Avec cette pensée de l'objet petit a, c'est tout un pan de l'art contemporain que Lacan perce à jour. Les petites énergies gaspillées de Duchamp, les peace painting de Warhol, toiles réalisées à partir de jets d'urine de visiteurs de la Factory à l'envie pressante, les boîtes de merde d'artistes réalisées et numérotées, s'il vous plaît, par l'artiste italien Piero Manzoni. Toutes vont à l'inverse d'une conception de l'art qui vise à l'élévation ou, pour reprendre le terme de Freud, à la sublimation, pour regarder vers le bas. L'anatomie n'est pas le destin. La femme n'existe pas. Punchline lacanienne. Dans une section suivante, d'autres artistes contemporains travaillent dans une même idée de renversement. Mais non plus du haut vers le bas, mais de l'autre vers le soi. Ou plus précisément, d'un genre vers un autre. Alors si Lacan ne s'est jamais positionné vis-à-vis des mouvements féministes de son temps, de nombreuses interprétations de ce courant ont été portées sur son œuvre. Et notamment par l'américaine Judith Butler, qui a fait sienne la punchline lacanienne « La femme n'existe pas ». Moyen à l'époque de contrer l'essentialisation de la femme par ses attributs ou sa fonction. À quoi Lacan a ajouté « On l'a dit femme, on l'a dit femme ». Je navigue sur le montage avec la chargée de recherche Laurine Picot. Donc on montre des proverbes d'Annette Messager, qui est une artiste aussi qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'exposition. Et là, ici, elle va déconstruire en fait une tradition, la tradition du tissage, en donnant à voir en fait ces proverbes, ces dictons très très misogynes. Et c'est vraiment une provocation en fait de l'artiste qui va réinsérer ce savoir traditionnel qui est à la base réservé dans l'espace domestique qu'elle montre ici au grand jour. Donc je vais vous en lire quelques-unes. Qu'y a-t-il de pire qu'une femme, deux femmes? Femme sage reste à son ménage. Une autre, c'est la femme qui a fait pousser les cheveux blancs du diable. Voilà, rien que de les dire, ça fait... Lacan va également faire des émules en réutilisant le concept de mascarade, développé par la psychanalyste anglaise Joan Rivière lorsqu'elle étudiait la femme bourgeoise de l'Angleterre des années 20. La mascarade, jeu de dupes où l'on confirme ou infirme nos positions genrées ou sociales, fait l'objet d'une section entière de l'exposition, comme en témoigne la commissaire Marie-Laure Bernadac.
Dans l'histoire de l'art, c'est une tradition qui existe depuis la Castiglione, reprise par Marcel Duchamp et après par de très très nombreux artistes. Il y a toujours cette idée de déguisement, du travestissement d'homme en femme, d'homme en homme, de femme en homme, de ce changement d'identité par la mascarade. Elle peut être pour la psychanalyse classique une façon de cacher le manque, mais elle peut aussi être interprétée par d'autres psychanalystes féministes dans la lignée de Jeanne Rivière comme façon au contraire d'affirmer une puissance. Donc on a en effet une section importante sur la mascarade et qui va déboucher sur l'anatomie n'est pas le destin, qui va en effet sur le problème du trouble dans le genre, qui est aussi annoncé d'une certaine façon par Lacan dans le fait qu'il n'y a pas de déterminisme anatomique, que l'anatomie n'est pas le destin, mais il le dit très clairement. À travers des thématiques comme l'anatomie n'est pas le destin, l'objet petit a, le stade du miroir ou encore le corps morcelé, l'exposition a été pensée comme une porte d'entrée dans la pensée de Lacan. Et la scénographie, faite de perspectives variées, offrant des trouées rencontrées au gré de la déambulation du visiteur, fait quant à elle place belle à son interprétation. Et donc dans cette exposition, Passe Corona. On commence, il y a plusieurs entrées. Ça commence pas par l'imaginaire, ça se développe pas dans le symbolique et ça finit pas dans le réel. On rentre par où on veut. Et c'est très important. De toute façon, on s'est amusé à faire nous-mêmes des associations. Marie-Laure Bernadac. L'exposition, c'était une forme un peu comme dans un rêve ou comme quand vous êtes sur le divan en analyse et vous associez un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est aussi des associations subjectives qu'on a fait nous-mêmes, mais on s'est amusé à enfiler comme ça un peu un certain nombre de relations. Oui, il y a cette volonté de pas rester sur un point de vue unique, qui est vraiment que l'on soit quand même d'une certaine manière un peu égaré, mais en même temps qu'il y ait des sortes de mises en perspective qui s'opèrent, que le regard opère, surprenne des choses peut-être à la faveur d'un déplacement physique au travers d'une échancrure, évidemment. Là, il peut se passer effectivement, raconter d'autres histoires qui ne sont pas forcément celles que nous y avons mises au départ. C'est-à-dire, c'est donner de la responsabilité quand même beaucoup aux spectateurs, ce qui est quand même, en tant qu'émule de Marcel Duchamp, quand il a quand même dit que ce sont les regardeurs qui font les tableaux, et je pense que cette phrase est pas innocente. Alors finissons avec ce texte que j'ai demandé à Bernard Marcadet et Marie-Laure Bernadac de choisir. Il s'agit d'un extrait issu du séminaire de Lacan intitulé « Les noms dupes R », que Bernard Marcadet me fait l'honneur de lire. De l'art, nous avons à prendre de la graine pour autre chose, c'est-à-dire pour nous, en faire ce tiers qui n'est pas encore classé, en faire ce quelque chose qui est accolé à la science, d'une part, qui prend de la graine de l'art de l'autre, et j'irai même plus loin, qui ne peut le faire que dans l'attente de devoir à la fin donner sa langue au chat. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et donner sa langue au chat, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut chapeau bas devant l'art. C'est-à-dire que quand même, j'irai plus loin, qui ne peut le faire que dans l'attente de devoir à la fin donner sa langue au chat, c'est-à-dire abattre ses cartes théoriques pour se laisser aller au regard et voilà, c'est se laisser déborder par la question de l'art. Oui, c'est une autre manière de se sortir justement des impasses du discours lié à la vérité. Merci à l'équipe du Centre Pompidou-Metz, à Kélem Cole pour sa lecture, et bien sûr au commissaire d'exposition, Marie-Laure Bernadac, Bernard Marcadet, Passe Corona et Gérard Wajman. Les extraits sonores sont issus de Taxi Driver de Martin Scorsese et du Mépris de Jean-Luc Godard.